Et nous sommes absolument ravis d'accueillir ce soir le cycle de rencontres Je viens de loin, j'écris en français autour de Samuel Beckett, et de coopérer à cette occasion pour la première fois avec l'Alliance française de Paris. On a déjà travaillé assez souvent avec l'Alliance à Dublin. Et cette soirée marque le début d'une longue amitié, je n'en doute pas. À l'occasion des 30 ans de la mort de Beckett et des 50 ans de son prix Nobel de littérature, nous lui rendons donc hommage. L'actrice irlandaise Clara Simpson ouvrira la soirée par une lecture bilingue de Not I. Et puis le journaliste Bernard Manier et l'universitaire Dunla Bird questionneront le rapport que Beckett a entretenu avec la langue française, à la fois langue d'adoption et de création. Nous poursuivrons les échanges tous ensemble autour d'un cocktail et d'une dégustation de brie de Meaux, un clin d'œil amical à la Seine-et-Marne où Samuel Beckett avait sa maison de campagne. Et le brie de Meaux grâce à l'Alliance française. Merci. Et je passe maintenant la parole à mon collègue, vite fait, à Franck Desroches, directeur de l'Alliance à Paris. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci Nora, je vais être très rapide. Bonsoir à tous. Non, tout va bien. Non, pour dire deux mots, ça va très très bien. Juste deux mots pour vous remercier très chaleureusement, très sincèrement d'accueillir cette soirée Beckett. Je suis très heureux que Beckett soit notre trait d'union. On va vite laisser la scène aux vrais artistes, à ceux qui vont rendre hommage ce soir à Beckett. Et juste un mot pour remercier, je sais, les équipes qui ont organisé cette soirée. Flore est dans le fond là-bas, debout. Je lui demande de rester debout pour que tout le monde puisse l'identifier, parce que c'est elle qui fait tout le travail avec son équipe. Je la remercie chaleureusement, ainsi que Carole. Je sais qu'elles ont très très bien travaillé. Et voilà, voilà, bravo à toutes les deux. Et je vous souhaite également une très bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci d'avoir bravé aussi la grève et les difficultés et le temps. Ces rencontres, je viens de loin, j'écris en français. C'est la 12e rencontre que nous organisons avec l'Alliance française, le 15e auteur concerné. Le concept est assez simple, venir de loin, mais des auteurs sont nés loin de la langue française, dans un pays, le lointain étant une géographie variable. On est allé successivement en Afghanistan, en Pologne, en Biélorussie, en Argentine, au Liban, tout dernièrement en Palestine, puis au Japon. Ce soir en Irlande, ces auteurs ont changé de langue, sont nés dans une langue et ont choisi, ou ont été contraints pour certains, d'écrire en français. Et c'est un même mouvement linguistique, ce sont des profils totalement différents, mais tous ont amené avec eux le pays quitté. Et il nous semblait que Beckett participait de ce mouvement. Lui, il appartient à une génération pionnière, puisqu'on fête cette année le 30e anniversaire de sa mort, le 50e de son prix Nobel. Et aussi, singularité dans son cas, il a continué d'écrire dans les deux langues et il n'a cessé de faire des allers-retours entre ces deux langues. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres écrivains qui, en général, à quelques exceptions près, avaient choisi la langue française d'une façon quasi définitive. À mes côtés, Donla Bird, qui est maître de conférence à l'université Paris 13, spécialiste de Beckett. Elle est fondatrice et co-organisatrice, et je pense qu'elle nous parlera de ce concept à la fin, des Beckett Brunch, qui auront lieu pour la 4e fois à Dublin en 2020 et pour la 5e sans doute à Paris, peut-être même en ce lieu. C'est une gageure, je crois, de parler de Beckett, un homme qui a beaucoup pratiqué l'épure, pratiqué énormément le silence. J'en veux pour preuve la dernière pièce, peut-être, je crois que c'est la dernière pièce de Beckett qui a été présentée à Paris le mois dernier, La dernière bande. Cette pièce de théâtre commençant par 20 à 25 minutes de silence absolument complet avec l'acteur sur scène. Et j'en veux pour preuve le petit film que vous allez voir, il dure 4 minutes, c'est quasiment un film muet, on voit Beckett
à Berlin en 1969. J'avais souhaité un petit peu benoîtement voir Beckett parler le français. Et nous n'avons pas trouvé d'image de Beckett parlant le français avec l'image. Il y a des témoignages à la radio, mais des images, on n'en a pas trouvé. Il existe, paraît-il, un film où il dit un seul mot, chut. Non. Alors on va voir ce petit film pour commencer et nous mettre dans une ambiance beckettienne. Samuel Beckett et la langue française, comment ça c'est parti cette histoire-là? Je vais parler de ça, mais tout d'abord, je voulais dire juste que je pense que ça aurait tellement plu à Beckett, ces petits problèmes avec la technologie, parce que lui, il était vraiment là-dedans. Enfin, mais du coup, pour parler de ses débuts, en fait, il a pris des cours de français et de piano, accessoirement, à l'école primaire. Et du coup, c'était vraiment par là, et je trouve ça intéressant, que c'était la langue et la musique en même temps, et que Beckett, il y a toujours ces deux choses en même temps, il y a toujours les langues et aussi la musique qui va ensemble. Donc ensuite, bien sûr, il a continué ses études, il a réussi brillamment sur l'équivalent du baccalauréat, et il est rentré à Trinity. Et du coup, là encore, que la réussite des bourses d'études, un médaille, le médaille d'or de la littérature moderne. Donc oui, je pense que son succès a été fulgurant en termes de... À Trinity, il a aussi rencontré la littérature italienne, il a rencontré Dante, l'italien. Il aurait pu devenir un italianophone ? Tout à fait, mais c'est ça qui est passionnant en fait, c'est qu'on voit, il va postuler à certains postes, notamment à des postes en littérature italienne, donc on voit tout à fait que ça, en fait, à un moment, quand il est encore en Irlande, on a l'impression que sa vie pourrait bifurquer, que ça pourrait aller dans plusieurs sens, et même à un moment, il pense qu'il va devenir pilote d'avion. Et on se dit, c'est un peu insolite, mais je pense que ça montre à quel point il cherchait peut-être une échappatoire ou peut-être en tout cas une façon de prendre son envol de l'Irlande. Vous parlez d'échappatoire, justement. Choisir la France, c'est aussi fuir l'Irlande. Les deux mouvements sont concomitants. Il y en a un qui précède l'autre. Je pense que c'est difficile à dire parce que déjà, il n'y a pas que la France, parce qu'il va voyager énormément, notamment en Allemagne aussi. Donc, mais je pense... En fait, il y en a qui disent que c'est sa mère, que May Beckett, c'était une femme assez d'un caractère assez trempé, et il va avoir une vision, où il va parler d'une vision qu'il a dans sa chambre, où il voit vraiment que son avenir n'est pas en Irlande, qu'il faut qu'il aille ailleurs, que en quelque sorte, c'est un peu cette idée de la matrice, du coup c'est lié à l'emprise. En fait, il dit, je me suis rendu compte que moi je suis ce que son amour sauvage a fait de moi. Et quelque part, pour certains, y compris pour Pascal Sardin, une universitaire à Bordeaux, elle dit que c'est fuir la mer et fuir la langue maternelle de choses une. Je suis pas... Et je pense que Pascal Sardin, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Mais je pense qu'il n'y a pas que l'idée de fuir. En tout cas, lui, il cherche juste ne pas à fuir tout simplement, mais aussi à aller vers. Donc je pense qu'il y a ça. Alors, son premier contact physique, c'est pas loin d'ici, c'est la rue d'Ulm, on est en 1928. Racontez-nous ça un petit peu, la première nuit beckettienne à rue d'Ulm. Je pense que déjà, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller rue d'Ulm, d'aller dans la salle Beckett, qui est d'une luminosité absolue. C'est très beckettien. Il y a un petit tableau avec Beckett accroché, donc c'est très sympa. Mais du coup, lui, il arrive, il est lecteur, donc il va faire cours. Et c'est pas, comment dire, je pense que ça va, il fait ses cours, il se plaît bien, il joue au rugby et au cricket, donc c'est un sportif, Beckett. Et du coup, ouais, je pense que ça se passe plutôt bien, mais je pense qu'il va se rendre compte que c'est peut-être pas pour lui la vie d'universitaire. Alors, on va essayer de se cerner un petit peu sa personnalité avec quelques points.
en préparant cette soirée, j'ai lu, j'ai découvert qu'il s'était engagé dans la résistance d'une façon très, très directe, immédiate. Dès 1939, il devient Dick, un personnage qui est dans la résistance française. Ce souci d'engagement, parce que l'Irlande est neutre pendant la guerre, bon, c'est très individuel de faire cette démarche, non ? Déjà, il y a la phrase très très connue de Beckett où il dit qu'il préfère la France en guerre qu'à l'Irlande en paix. Donc c'est assez fort et c'est plutôt pas forcément bien vécu par les Irlandais. Ensuite, il a tenu parole, c'est-à-dire qu'il a essayé de se joindre à l'armée, de faire partie de l'armée française. Apparemment, on a juste tenu compte de cette volonté, mais il n'a pas eu le droit. Un peu plus tard, il veut devenir ambulancier. Et encore une fois, ça ne se passe pas. Mais du coup, lui, c'est pas juste une volonté, c'est vraiment, il veut concrétiser ça. Et du coup, de par Suzanne, il va connaître un salesman qui va d'abord... Suzanne, son épouse. De par son épouse, donc c'est le mari de l'ami de Suzanne qui est sa compagne à l'époque et plus tard son épouse. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il sera agent de Salzman et Salzman qui va publier des documents illégaux. Et en fait, c'est Beckett qui va parfois taper ces documents et parfois il va les distribuer. Parce qu'avec son passeport irlandais, il avait le droit de partir dans les rues de Paris la nuit, pendant l'occupation. Donc on voit quand même que Beckett sait profiter de sa nationalité irlandaise à certains moments. Ça peut être utile. Et ensuite, en 1941, il va devenir officiellement membre du réseau des résistants français, donc Gloria SMS. Et en fait, moins d'un an plus tard, le réseau est trahi. Il y a Perron qui est arrêté par le Gestapo et sa femme, avec beaucoup de courage, qui va envoyer un télégramme à Beckett et à Suzanne pour dire, je ne me rappelle plus des mots exacts, mais c'est le Gestapo a arrêté, faites le nécessaire pour corriger cette erreur. Donc c'était langage codé et du coup Beckett et Suzanne ont su qu'il fallait s'enfuir. Donc ils ont pris le temps de prévenir les autres et puis ils se sont enfuis et finalement ils arrivent à Vichy mais à pied. Donc c'était vraiment, il y avait un passeur, donc c'était la clandestinité, oui. Et un grand courage de sa part. Oui. Un autre épisode, je voudrais qu'on évoque Saint-Lô aussi, la construction de cet hôpital après la guerre pour la Croix-Rouge. Là aussi, c'est une face quand même un peu étonnante de Beckett, non ? Oui, et en même temps, ça montre son engagement et c'est la concrétisation de sa relation avec la France, je trouve. Ce moment où en fait, il y a une partie de... Comment dire, il y a une partie d'idéalisme et une partie de... en fait, il était rentré en Irlande et ensuite, c'était assez en 1945, après s'être caché à Roussillon pendant la guerre. Donc, il va revenir, sauf qu'il ne peut pas revenir parce que c'est un étranger sans emploi. Et ça pose problème. Et du coup, il trouve par le docteur Alan Thompson et la Croix-Rouge, qui vont créer cet hôpital à Saint-Lô. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Saint-Lô a été bombardé par les Alliés. Et du coup, le 6 juin 1944. Et du coup, il y a 90% des bâtiments à Saint-Lô qui ont été entièrement détruits. Et on l'appelait par la suite, dans la presse française, la capitale des ruines. Donc voilà, c'était... et du coup, Beckett, il va pour... je pense qu'il dit lui-même, donc il va publier... Il va préparer quelque chose qu'il souhaitait lire à la radio irlandaise, l'équivalent de Radio France, The Capital of the Ruins, donc reprenons la capitale des ruines, mais en anglais. Et en fait, lui, il dit que ce que les Irlandais ont apporté, il pense qu'ils ont eu tout autant. Que eux, ils ont apporté la main-d'œuvre, ils ont apporté, ils ont bâti cet hôpital, mais eux aussi, ils ont reçu des choses et ils pensent que, en fait, ils disent que
que provisoire n'a plus le même sens dans un univers devenu provisoire. Mais si on peut en tirer quelque chose, ça aurait été en France. Et c'est assez intéressant, les temps qu'il utilise, « this will have been in France ». Donc c'est comme si lui, il cernait un changement profond qui s'était opéré. Et je vous encourage, si vous n'avez pas encore lu ce texte, ça existe en traduction aussi, je vous encourage à le lire. Il est d'une beauté, c'est tellement concret, mais en même temps, on sent que là, c'est un virement. C'est un virement qui s'opère et je pense que c'est à partir de là qu'il y aura cette phase où il va commencer à écrire en français. Vous avez cité le nom de Suzanne tout à l'heure, donc celle qui est devenue son épouse et qui va décéder 6 mois avant la mort de Beckett, donc elle sera sa compagne tout au long de sa vie. Le rôle de sa femme et le rôle de Barbara Gray, toutes les deux. Oui. Parce que justement, dans la vidéo, je me demandais, parce que pour moi, c'était Barbara Gray, mais peut-être que je me trompe. Enfin, après, je me suis dit, mais peut-être, si se trouve, c'est Suzanne, mais bon, bref. En tout cas, que dire de Suzanne? Donc déjà, quand ils se rencontrent pour la première fois, c'est à l'école normale, en fait, et ils jouent au tennis ensemble. Et puis, Beckett est poignardé en 1938, et si on peut dire le bon côté d'être poignardé. Bon, c'est qu'il a, il a retrouvé Suzanne. Et du coup, c'est à partir de là, en fait, c'est intéressant. À un moment, il va envoyer, c'est la première fois qu'il parle d'elle dans ses lettres. Il va écrire à son très grand ami Thomas McGreevy. Et il va dire, il y a cette dame française. Et il dit, il n'y a pas de passion. Ou je l'aime, mais pas avec une. C'est dépassionné presque. C'est un amour sans. Mais je sens qu'elle me fait du bien. Et puis il dit, de toute façon, à McGreevy, il dit, de toute façon, toi et moi, on sait que ça va se terminer. La question, c'est de savoir quand. Finalement, ça c'est pas fini, mais c'est vrai que oui. Et puis Suzanne, bien évidemment, elle va jouer. Moi, je trouve que on peut dire que c'est une collaboratrice. C'est juste dommage qu'on n'a pas des lettres entre Beckett et Suzanne pour des raisons, parce qu'ils vivaient ensemble. Elle allait aux pièces. Si lui, il pouvait pas se déplacer pour aller aux premières ou pour aller voir ses pièces, c'était elle qui allait. Donc, c'était une passionnée de l'avant-garde. Elle était musicienne. Je pense que, pour moi, on parle pas suffisamment de Suzanne pour des raisons diverses. Beckett et ses contemporains écrivains, on peut en dire quoi? Les Français en particulier, là, je ne sais pas, la génération Sartre, Camus, le nouveau roman, on sait qu'il est dedans, on en connaît la photo, ils sont tous réunis, mais il a des contacts avec eux, il les voit, il les rencontre, ils échangent. Oui, et déjà, il va dire au moins 2 fois, il va conseiller à ses amis, il va dire, lisez L'étranger, il y a quelque chose. Ça, et 2 fois, il va vraiment insister là-dessus. Avec de Beauvoir et Sartre, c'est un peu plus compliqué parce que le temps moderne, donc le revue de Sartre va accepter de publier Suite, donc une nouvelle de Beckett, sauf que finalement, ils vont publier que la moitié. Et Beckett, il a un problème avec ça, donc on le voit dans les lettres, il dit, je sais pas, j'hésite, non mais il faut que je lui écrive. Donc il va écrire à de Beauvoir pour dire, et c'est assez intéressant parce qu'il va miser sur l'émotion, et il va dire, vous, en tant qu'écrivain, vous aussi, vous ne pouvez pas accepter cette mutilation. Vous comprenez que je ne peux pas accepter cette mutilation. Sachant que c'est en 1946, c'est assez fort ce mot, je trouve, de mutilation, mais quand même, il y va très fort. C'est très respectueux, c'est en tenant compte du statut de Beauvoir, mais c'est quand même... Et puis on voit une lettre un peu plus tardive. On n'a pas la lettre de Beauvoir, mais on a la lettre de Beckett où il dit je suis très contente de savoir que vous et Sartre, que vous avez apprécié. Je ne sais plus c'était quel livre, Molloy, je pense. Et oui, volontiers, on pourra en parler.
Et du coup, on voit un peu le côté gracieux, mais aussi le côté où il y a une étoile il y a l'étoile de Beckett qui monte un peu et il choisit d'être gracieux, je pense. Enfin, ouais. D'autres écrivains sont dans sa pléiade, là, autour de lui, où il y en a qui fréquentent plus que d'autres? Oui, et en fait, d'ailleurs, bien sûr, il y a Perron, il y a tous les, en fait, il y a tous les écrivains que lui, il va encourager aussi. C'est pas juste, c'est aussi les nouveaux qui arrivent, qui vont lui écrire pour lui demander de lire leurs pièces, de lire leur roman, et lui, il va accepter donc c'est d'une générosité, sachant qu'il était vraiment, vraiment pressé avec son travail, mais il va toujours accepter de lire le travail des autres et les soutenir. Ses lectures, c'est quelqu'un qui lit quoi? Il lit en anglais, il lit en français, il lit dans d'autres langues, il lit des classiques, il lit ses contemporains, il lit tout. Qu'est-ce qu'il lit? Il lit tout, et en même temps, on se demande, mais comment est-ce que quelqu'un peut avoir le temps de lire autant et dans autant de langues? Donc, par exemple, il va lire Goelinx, et comme il trouve que son latin n'est pas au niveau, il va améliorer son latin pour que ce soit au niveau, pour qu'il puisse lire Goelinx en latin. De même, Dante, moi je trouve ça intéressant qu'il était fan absolu de Jane Austen. Ce qui, bon, enfin, mais du coup, quoi d'autre? Enfin, c'est plus facile de parler parce qu'il va lire Sartre, il va lire Camus, il va lire la Bible, enfin, il va s'inspirer de. Mais du coup, c'est plus facile de dire, mais qui est-ce qui n'a pas lu? C'est oui. C'est quelqu'un qui va au théâtre, évidemment, mais il va au cinéma aussi, par exemple. Il s'intéresse, c'est un art qu'il a un petit peu côtoyé. Donc, qu'est-ce qu'il va voir, par exemple? On le sait, ça? Oui, certainement. Là, il n'y a pas de titres qui me viennent à l'esprit, mais par contre, on sait que c'était un fan de Buster Keaton, et notamment, enfin, il y a Buster Keaton ensuite qui va jouer dans son film qui s'intitule Film. Et d'ailleurs, je me disais, mais c'est quand même un peu flagrant. Enfin, dans le film de Beckett, le monsieur qui rase les murs, qui veut pas enfin, qui fuit le regard, mais en même temps sait qu'il est regardé, ou enfin, qui va le dire. Enfin, pour moi, même dans les textures, ce film me fait beaucoup penser à film. Donc, Beckett, en fait, il aimait autant. Selon Edward Beckett, donc son neveu, c'était un technophobe, parfois, c'était un technophobe, mais quand même, il était fasciné par la nouveauté, quoi, enfin, par la technologie, enfin, par les nouvelles technologies. C'est pour ça qu'il va aller vers la radio, la télé, le film. Donc, ouais. Beckett et la presse, c'est un jeu de cache-cache permanent, non? Il fuit la presse comme. Alors la presse à l'oral, ça va à peu près. Non. La presse télévisée, non. Non. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui vient d'un coup quand il devient célèbre. Déjà dans ses lettres, notamment avec McGreevy, il dit que il y a des choses que les écrivains ne peuvent pas éviter, mais que le plus possible qu'il faut éviter la presse, que c'est, il trouve ça, c'est assez intéressant de voir un écrivain qui n'est pas du tout connu, qui n'a rien publié, mais qui va dire que c'est un fléau, ce côté public du travail de l'écrivain, comme si, je sais pas, comme s'il anticipait. Mais c'est vrai qu'il le vit très mal, surtout après le prix Nobel, où ça... Qu'il appelle ou que sa femme appelle, je ne sais pas si c'est Suzanne, comment appelle-t-il le prix Nobel? Catastrophe. Ah oui. Ouais. C'est quand même pas tous les écrivains nobelisés qui disent j'ai reçu une catastrophe en recevant le prix Nobel. et racontez comment il l'accueille. Enfin, c'est extraordinaire. Il est en Tunisie, il est à Nabeul. Oui. Et il fuit complètement la presse, il se cache. Donc, apparemment, il s'est vraiment caché dans les cages d'escalier. Enfin, genre, il n'est pas resté dans sa... Donc, il a dit, après 48 heures, où j'ai hanté un peu les cages d'escalier, où je me suis cachée partout, finalement j'ai dû accepter qu'on me filme pour ce prix que j'avais absolument pas envie de recevoir. Donc, le pauvre, tu sens... on sent la douleur qu'il éprouve. Et James Knowlson, son biographe, cette énorme biographie, raconte qu'il a accepté de venir au-devant des journalistes, mais il a simplement traversé la pièce, il s'est assis, ils avaient le droit de prendre des photos et il n'a pas plus parlé que ça.
et il est reparti sans un mot. Justement, Knowlson dit, on a souvent une image erronée de Beckett, on dit l'homme austère, l'homme sérieux, etc. Alors non, pas du tout. Joueur de cricket, joueur de rugby, joueur de rugby, sportif, musicien. En fait, je ne sais pas si vous avez vu, dans le film, il y a un moment où on le voit de dos et il marche. Et pour moi, c'est vraiment le mec de Trinity de Dublin. Il a une certaine façon de marcher. Il est tellement à l'aise. On voit le jeune sportif qu'il était. Donc, je trouve ça intéressant. Oui, ce côté-là, le Beckett qui aimait rire, le Beckett qui aimait bien prendre un verre avec ses amis. Je ne dis pas que... je pense qu'il y a Nathalie Sarraute qui va écrire quelque chose à propos de Beckett et sa façon de fuir les gens lors des soirées. Mais par contre, avec les amis, avec les gens avec qui il était à l'aise, c'était vraiment quelqu'un qui aimait bien rire, bien boire un peu. C'était quelqu'un qui avait une joie profonde, aussi, et un sens de l'humour. Et je pense que là, ça, on le ressent dans ses œuvres. Je disais dans la biographie qu'il a reçu un courrier après le prix Nobel d'un certain monsieur Godot, français, qui s'excusait de l'avoir fait attendre très longtemps. Et il paraît que Beckett lui a répondu. En disant merci de votre ponctualité, j'apprécie beaucoup. Donc je trouve que oui. Un mot sur Beckett et sa générosité. Vous avez esquissé le mot tout à l'heure. Généreux avec les écrivains, mais généreux aussi en argent, en monnaie. Il a beaucoup donné. Donc lui, il allait donner de l'argent à ses proches, à sa famille. Ensuite, à un moment, il pense qu'il va donner tout l'argent de ce truc de Stockholm à la bibliothèque de Trinity. Et ensuite, en fait, c'est Adamov, donc le dramaturge Adamov, qui est dans le besoin. Et lui, il saute tout de suite, il veut donner de l'argent tout de suite. Et il dit, enfin, peut-être un avantage à ce truc. Et on voit là que vraiment, lui, s'il avait des sous, il aimait bien donner des sous, même à Barbara Bray, donc sa compagne. En fait, Barbara et Suzanne, c'était un peu en parallèle jusqu'à la fin de sa vie. Et à elle aussi, il allait envoyer régulièrement des chèques. Donc, c'était, oui. Un homme généreux. Il va être généreux avec Václav Havel aussi à la fin de sa vie. Il va aider le dramaturge tchèque. Bon, on a un petit peu cerné sa personnalité. Le choix de la langue française, pour quelles raisons change-t-il de langue à un moment? Qu'est-ce qu'il cherche dans cette nouvelle langue? Donc, on a toutes ces idées d'appauvrissement. Et comme j'ai dit, il y a cette histoire de la langue maternelle. Parce que pour Beckett, il se dit avortant raté. Et il va parler de Dublin, dire que ça, c'est un avortant raté, mais de lui-même aussi que c'est un avortant raté. Donc, c'est assez fort, mais pour lui, vraiment, il y a quelque chose qui cloche dans la langue maternelle. Et lui, il cherche à dépouiller un peu la langue, pas juste à épurer, mais en fait, tous les automatismes de la langue, toutes les choses qu'on va dire sans y penser. Beckett voulait pas cette aisance. En fait, il dit à un moment, « My English is queer ». Donc, mon anglais est bizarre, est étrange, et ça lui plaisait. C'est ce qu'il cherchait. Par exemple, dans Oh les beaux jours, c'est ce que Beckett cherchait, c'était cette étrangeté à lui-même, qu'il ne voulait pas être à l'aise dans la langue. Il ne voulait pas tout à fait plonger dans le silence, mais il ne voulait pas non plus être éloquent. Il avait peur des deux. Il fallait ce genre de... pas exactement de bégaiement, mais au moins cet déracinement, cette idée que sa langue qui n'était pas tout à fait sa langue. Et d'ailleurs, on va voir que c'est un va-et-vient perpétuel, même les autotraductions deviennent des réécritures et des réécritures. Il faut toujours, quand on regarde les traductions, en fait, il faut les voir ensemble, parce que ils se parlent entre eux. Elles se parlent entre eux. Ces œuvres se parlent. Et il va modifier des choses en fonction d'une langue. Il va voir ce qui marche dans une langue. Il va revenir vers l'autre langue. Oui. Le passage d'une langue à l'autre, tout à l'heure, Clara Simpson, c'était une sorte de glissement. Vous êtes
passer, alors cette fois de l'anglais vers le français. Est-ce qu'on peut dire que ça s'est passé de cette façon-là? Est-ce que les textes étaient commencés en anglais, terminés en français? Il y a eu des moments comme ça? Comment ça s'est fait concrètement? C'est vrai que déjà, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce moment où ça glisse du français à l'anglais, ça m'a donné des frissons. Je trouve qu'il y a un truc là. Mais pour Beckett, j'ai envie de dire que c'était beaucoup plus difficile, qu'il va dire, moi je ne sais pas écrire, ni en français ni en anglais, c'est raté, tout ce que je fais est raté. Il va dire, là je pars, je vais devoir traduire fin de partie, je pars en terrain vague in the wastes and the wilderness of translation. On sent la souffrance, il va parler de ça comme une supplice. Et du coup, il n'y a jamais de facilité, mais je pense que trop de facilité, il n'aurait pas apprécié. Il trouve quoi dans la langue française? Parce qu'on comprend un petit peu ce qu'il cherche. Et est-ce qu'il trouve ce qu'il cherche? Pour moi, c'est vrai que là, en fait, c'est très beckettien. Tout ce que j'ai en tête pour le moment, c'est les fois où vraiment il va buter contre quelque chose. Donc, par exemple, dans A Piece of Monologue, quand il va essayer de le traduire, il ne va pas réussir. Parce que dans A Piece of Monologue, le début, c'est « Birth was the death of him ». Et pour lui, « birth », la naissance en anglais, il y a vraiment il y a le plusif et ensuite il y a la langue qui suit. Donc pour lui, c'était vraiment l'action de la naissance, l'ouverture et puis la suite. Sauf que ça ne marche pas en français parce que la naissance, c'est pas tout à fait le même. Et du coup, il va couper un tiers du texte et il va appeler ça solo. Il va dire que c'est adapté de l'anglais. Mais quand c'est réussi. Comment dire par exemple, En attendant Godot, on a Fous-moi la paix avec tes paysages, parle-moi du sous-sol. Et en anglais, ça donne speak to me about the worms, talk to me about the worms. Je trouve que dans les deux versions, il y a quelque chose, il y a une richesse et quasiment, si on parle les deux langues, on peut aller d'une langue à l'autre et ça devient vraiment plus fort. Ça se renforce. Beckett disait de la langue française, je voudrais que vous commentiez un tout petit peu, trois mots. Il disait que la langue française était pour lui plus excitante. J'ai vu ce terme-là. Il disait que ça lui permettait de retrancher le superflu et de décaper la couleur. Alors ça veut dire quoi, ça? Donc, plus excitante, j'ai un peu envie de dire, je sais pas, comment dire, par exemple dans la dernière bande, Beckett jouait beaucoup sur l'idée de jaillissement ou d'excitation au sens les mots qui jaillissent, comme des images très sexuelles, mais aussi l'incapacité de parler comme l'incapacité de jouir. Et du coup, excitant au sens quasiment excitant parce que ça l'empêchait d'avoir trop de facilité à s'exprimer. Donc je pense qu'il y a aussi ça. Il y a les contraintes qui fait que c'est plus intéressant. De toute façon, si on a une liberté absolue, ça devient un peu inintéressant. Mais quand on a des bornes, des limites, c'est là où les choses deviennent intéressantes. Et du coup, c'est vrai que, en fait, par exemple, pour fin de partie, il va parler du gris, des nuances de gris. Donc là, on enlève la couleur, mais... on décape les couleurs, c'est on décape les couleurs, mais c'est... Je trouve que pour quelqu'un qui était très visuel, qui va aller dans les musées partout dans le monde pour regarder des tableaux, qui est ami avec McGreevy, qui va devenir plus tard directeur de la Galerie nationale en Irlande. Donc, dans les vignettes, il y a des moments où il va parler dans Pas moi ou même dans Commencer. Il y a des vignettes d'une beauté où on voit un petit agenouillé, ou sinon où on voit les briques rouges. Il y a des moments de couleur, mais c'est parce que tout le reste est estampé qu'on a ces vignettes qui sont très saisissantes, juste parce qu'il va retirer quasiment toute la couleur, mais dans ce cas-là, c'est pour laisser parler les gris. Oui.
Dans les rencontres, je viens de loin, j'écris en français, bon nombre d'auteurs écrivaient des romans en français, avaient changé de langue pour la prose et avaient gardé la poésie dans leur langue première ou dans leur langue maternelle. Pour Beckett, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il faisait un choix entre les genres littéraires et les langues, ou le choix se fait ailleurs, pas du tout sur les genres littéraires? Non, j'ai envie de dire qu'il a tout écrit dans toutes les langues, oui. Mais il y a Pascal Sardin qui dit que pour Beckett, comme pour Barbara Bray d'ailleurs, que la traduction, et surtout l'autotraduction, que c'est un atelier d'expérimentation. Et c'est vrai que c'était un peu ça que lui, il aimait bien tester, tout comme il aimait bien tester des différentes technologies ou des différentes... essayer d'écrire des romans, des nouvelles, des pièces. Il aimait bien essayer des choses dans les deux langues, donc je dirais. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des périodes? Bon, alors une période anglaise au début, oui, et avant le passage au français. Et après, est-ce qu'il y a des moments où il écrit davantage en français, davantage en anglais, où tout ça se conjugue? Plus ou moins, mais oui, donc bien sûr, grosso modo, anglais avant la guerre, français juste après, ensuite une période en anglais encore, mais sachant que lui, il continuait à traduire ses œuvres, parce qu'il a essayé de laisser ça aux autres. Il n'a pas réussi à laisser la main aux autres, et du coup, il s'est rendu compte que, du moins pour tout ce qui était traduction anglais-français, français-anglais, thème et version, qu'il fallait qu'il fasse ça lui-même, que pas moyen de laisser les autres. Et du coup, même quand il écrit en une langue, il est toujours en train de traduire ou de réécrire ou de revoir ou de regarder, enfin d'aider avec les productions sur scène de ces pièces dans une autre langue. Donc il n'y a jamais vraiment de... En fait, il n'est jamais monolingue, Beckett. Il est toujours dans au moins deux autres langues, voire 3, voire 4, 5. Je voudrais vous citer Nabokov, qui lui aussi a changé de langue, donc c'est intéressant de le citer à propos de Beckett, me semble-t-il. Il dit « La langue de Beckett est une langue scolaire, apprise », et il ajoute « Parce qu'en français, il est plus facile d'écrire sans style ». Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la langue scolaire apprise? Ça dépend de ses idées de la vie scolaire, mais bon, oui. Disons que parfois c'est cette image qu'on a de Beckett, mais il y a George Craig qui est le traducteur de ses lettres, qui va dire en fait non, parce que quand il était par exemple à Roussillon, là, il était entouré, il avait un autre français, il avait le français de la France un peu profonde, la vraie France, il a envie de dire. Et du coup, c'était pas du tout un langage scolaire, et du coup, on sent, par exemple, en attendant Godot, quand on voit ce qu'il appelle la merde close, c'est pas du tout scolaire. Je pense qu'on est bien d'accord, mais donc je pense que peut-être qu'au début c'était scolaire, mais je pense pas du tout après. Et si parfois, en fait, Beckett, quand il va, par exemple, quand il met des phrases en français dans ses lettres, ou quand il met certaines choses dans ses œuvres, c'est plus une invitation à jouer avec lui. Genre, ce qu'il veut, c'est que l'autre vienne vers lui. Enfin, et du coup, lancer des choses en français dans une lettre en anglais, c'est une façon de dire viens me voir. Il se mêlait aussi des traductions dans les autres langues. Vous disiez qu'il lisait l'allemand, il lisait l'italien. Il se mêlait des traductions italiennes, des traductions allemandes, peut-être d'autres langues, je ne sais pas. Oui. Oui, et du coup ces œuvres sont traduites dans plus de 50 langues, et lui, il va vraiment s'impliquer dans les traductions. Si c'est une langue qu'il parle, là, il va parler avec le traducteur, la traductrice, il va essayer de voir avec eux, il va vraiment travailler avec eux. Si c'est une langue qu'il maîtrise un peu moins, là, quand même, il est là, il va, par exemple, les aider s'il y a un truc, Kuiper's Acres, par exemple, qui est assez particulier, qui est un lieu pas loin de là où Beckett est né.
comment traduire ça dans une autre langue, il va aider la personne, ou il va aider la personne à cerner des particularités dans sa langue. Même si c'est une langue qu'il ne maîtrise pas, il est quand même quasiment étrangement impliqué toujours dans le travail de la traduction. Il cherche des sonorités aussi, j'imagine, non? C'est ça Tout à aussi fait. la recherche. Oui, oui, parce que je pense que... En fait, il parle, à un moment, il parle de Beethoven et de la 7e symphonie de Beethoven, et il dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un langage comme ça, où ce serait des plages de silence ponctuées par quelques sons. Et je me dis que c'est ça, il cherche la sonorité, il cherche la musicalité, et surtout, il cherche le silence qu'il n'arrive pas à atteindre. Alors quelqu'un comme vous nous citez Beckett en français, en anglais. Quand, je ne sais pas, vous lisez En attendant Godot, vous le préférez en anglais ou vous le préférez en français? C'est comme me demander si je préfère ma mère ou mon père. Enfin, bon, je les aime tous les deux. Oui. J'espère. Pour eux. donc non, mais je veux dire... moi, la première fois que j'ai vu une pièce de Beckett, c'était avec Barry McGovern à Dublin. Donc, moi, c'était Waiting for Godot, la première pièce de Beckett que j'ai vue. Donc, évidemment, ça m'a marqué. Mais moi, pour certaines choses, je préfère, pour En attendant Godot, par exemple, je préfère la version, je pense, ce soir, je préfère la version française. Et de temps en temps, il y a certaines pièces quand même que vous préférez en anglais ou que vous préférez en français, non? C'est la... Oui. Vous maintenez le... Oui, non, mais... Quand elle est écrite tout d'abord en anglais, ou je sais pas, ou lorsqu'elle est écrite au contraire en français tout d'abord, vous préférez la première version plutôt la seconde? Comment ça se passe? Ou il n'y a pas de règle et puis voilà. Je pense que comme il y a un va-et-vient dans Beckett, en fait c'est ça, c'est le côté agréable chez Beckett, c'est qu'on peut lire et relire et à chaque fois c'est une nouvelle pièce, c'est une nouvelle œuvre. Par contre, je sais pas si... Parce qu'il y avait la dernière bande de Denis Lavant à l'Athénée récemment, qui était, j'étais éblouie par ce qu'il a fait. C'était vraiment extraordinaire. Mais par contre, à un moment, vous voyez, quand il dit bobine, j'étais déçue. C'était le seul moment où... parce qu'en anglais, c'est spool. Et du coup, on voit les bobines qui tournent. Enfin, on voit vraiment les hauts. Et du coup, on voit cette idée de le haut de la bouche. Il y a tous les cercles. Et du coup, moi, j'adore ça dans la version anglaise. Bobine, j'étais assez déçue. Et je m'y attendais pas. Je suis désolé pour vous et pour Denis Lavant. J'aimerais qu'on aborde un point, c'est Beckett en Irlande. Alors nous, on ne sait pas ça. Comment est-il? Quelle image a-t-on de Beckett en Irlande? La même qu'ici? C'est un autre Beckett? Il y a deux Beckett, un en Irlande, un en France. Est-ce qu'on étudie les mêmes choses? Quelle image on a de lui? Et est-ce que cette image a évolué? Je pense que c'était compliqué un certain temps. Comme j'ai dit... par exemple, il va publier Censorship in... j'ai oublié le titre. Censorship in Saarstaat Aaron. Désolée, mais en tout cas, et là, il va parler de la censure, de tout ce qui se passe en Irlande, du fait qu'on ne peut même pas avoir des préservatifs en Irlande. Donc, il est assez fort. Il va assez fort contre le nationalisme en Irlande. Il va assez fort contre la censure en Irlande. Et même, à partir de 1958, il va interdire la production de ces pièces en Irlande pour protester contre la censure des pièces de Sean O'Casey. Donc, assez tendu pendant un certain temps, et même dans les années 60, il est pas très... On en parle beaucoup, je pense, et peut-être même beaucoup plus en Angleterre, sûrement beaucoup plus en France. En Irlande, il a ses adhérents. Anna McNay a fait une étude, par exemple, mais il a ses adhérents, mais il est pas... il est pas très considéré. Et même après, dans les années, j'ai envie de dire, dans les années 80, dans les années 90, après, c'est juste une appréciation personnelle, mais j'ai l'impression qu'il a été canonisé et exclu. Parce qu'il ne rentrait pas dans les cases. C'était pas un écrivain nationaliste. Ça ne rentrait
pas tout à fait dans le narratif qu'on voulait. Et là, depuis, je pense que là, maintenant, on commence à revoir le Beckett, parce qu'en fait, oui, si, il effaçait l'Irlande dans ses textes. Mais comme on sait tous, on efface quelque chose, bah, on voit quand même les traces là où on a gommé, là où il reste quelque chose, il reste la trace de l'effacement, même pas de ce qu'on a essayé d'effacer, mais la trace de l'effacement. Donc l'Irlande est toujours présente dans l'œuvre de Beckett, et je pense que maintenant, de plus en plus, l'Irlande est beaucoup plus présente pour Beckett. Enfin, je pense qu'il y a une énorme appréciation. Je pense que peut-être que je me trompe, mais je pense que tout Irlandais a lu ou a vu au moins une pièce ou un roman de Beckett. Est-ce qu'à un moment ou un autre, alors c'est peut-être un mot fort, mais le mot de traître, de traîtrise est apparu à propos de Beckett en Irlande? Je dis ça parce que le dernier écrivain que nous avons reçu, donc écrivain japonais, Akira Mizubayashi, a appris le français à l'âge de 18 ans et aujourd'hui a écrit 5 livres en français, tout en enseignant le français et la littérature française du XVIIIe siècle au Japon. Mais au Japon, il est considéré comme un traître parce qu'il a changé de langue, parce qu'il a appris une autre langue que le japonais. Est-ce que c'est allé jusque-là avec Beckett ou pas? Ça me fait penser un peu à cette phrase qui traduit « trahi ». Et du coup, il y a peut-être un peu cette idée de Beckett qui renie l'Irlande. Donc l'Irlande qui renie, par exemple, il y avait une librairie à Dublin à un moment qui refusait de vendre les livres de Beckett, parce qu'ils estimaient que Beckett avait renié l'Irlande, donc eux aussi, ils allaient renier Beckett. Mais bon, les choses ont changé. Je pense que maintenant, c'est plus... Vu qu'avec le Brexit, on sera les voisins les plus proches de la France, je pense qu'il y a vraiment une appréciation pour quelqu'un qui avait une souplesse et une finesse dans les deux langues. Et du coup, ouais. Est-ce qu'on lit les mêmes choses en Irlande et en France? Je crois que si on fait un sondage en France, on va dire en attendant Godot, fin de partie, oh les beaux jours, à peu près. Et on ignore souvent le romancier. Où peu de gens connaissent les Molloy ou Malone Meur ou ces romans. Est-ce qu'en Irlande, on lit d'autres pièces? Oui, j'imagine, mais est-ce que ce sont les mêmes pièces qui sont jouées régulièrement? Est-ce que les romans sont plus connus? Comment ça se passe? C'est vrai qu'on va plutôt voir assez souvent Waiting for Godot, Happy Days, beaucoup moins Rough for Theatre 1 ou Rough for Theatre 2. Donc j'ai tendance à dire que oui, les étudiants par exemple vont lire peut-être les pièces un peu plus connues, mais je pense que le Beckett de Molloy, Malone Meur, L'Innommable, tout à fait. Je pense qu'ils continuent à être lus. Il me semble que Beckett est aussi bien connu en Irlande par ses romans et non pas uniquement pour ses... Il y a au fronton des collèges, des lycées, des universités, il y a le nom de Samuel Beckett, c'est Victor Hugo, Aragon, je ne sais pas, Malraux, c'est l'équivalent ici ou pas? Pas trop, mais il y a un pont. Il y a le pont Samuel Beckett qui traverse le Liffey. Ce qui est hyper agréable, c'est que toutes les rues, à ma connaissance, tout autour, sont en sens unique. Donc en fait, pour réussir à trouver le pont et pour traverser le pont, c'est un périple absolu. Il faut contourner plusieurs... Et c'est à un moment, on perd un peu la tête parce qu'on tourne en rond. Et encore une fois, je pense qu'il aurait peut-être apprécié. Ouais. Dans le monde anglo-saxon, qu'en est-il de l'image de Beckett? Vous savez un petit peu, côté de l'Angleterre, peut-être d'autres pays anglo-saxons, vous savez un petit peu ce qu'il en est, de ce qui est lu, vu? Je dirais que c'est à peu près pareil qu'en Irlande, on connaît l'écrivain, on connaît la justesse de ce qu'il écrit, et du coup, je pense que c'est assez apprécié dans les autres pays. Pour finir, peut-être, est-ce que Beckett a réussi ou raté son pari? Alors j'appelle ça son pari. Cet homme qui a cultivé, on le disait, le silence, qui se voulait discret, qui se voulait absent. Il se retrouve prix Nobel, il se retrouve joué depuis plus de 50 ans, il se retrouve comme une sorte d'icône.
on peut dire qu'il a un petit peu raté son pari, non? Et d'un autre côté, alors c'est une autre... Mais répondez peut-être déjà à celle-ci. Ok, très bien. Je dirais, pour quelqu'un qui a écrit Fizzles, foirade, j'ai envie de dire que pour Beckett, rater, c'était réussir. Ou sinon, rater, ça voulait dire qu'on pouvait essayer encore, try again, fail better. Mais rater au sens, je pense que pour lui, comme le montre bien ses lettres d'ailleurs à McGreevy, je pense qu'il pensait que c'était inévitable, le côté public de la vie de l'écrivain, qu'il fallait un minimum parler aux maisons d'édition, faire un effort de se faire connaître. Donc je pense qu'il était conscient de ça, mais c'est un peu comme il va chercher le silence tout en sachant qu'il ne va jamais, ou c'est Clove ou Ham dans fin de partie qui vont chercher à arrêter le jeu tout en sachant que en essayant d'arrêter le jeu, il contribue à cet amas, à ce tas impossible qui est, de paroles qui ne cessent pas, tout comme Vladimir Estragon qui n'arrive pas à atteindre. Donc je pense que raté, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il était conscient quelque part qu'il n'arriverait pas au silence et du coup, il n'arriverait pas à renier le côté prix Nobel. En revanche, ce qu'il a réussi, à mon sens, c'est un petit peu de renverser le paradigme de l'écrivain engagé. Je m'explique, bon nombre d'écrivains engagés, en tous les cas français, se disent engagés dans leurs écrits et se sont peut-être un peu moins engagés concrètement. Je pense à la guerre en particulier. Beckett, c'est presque le contraire. Lui, il s'engage tout à fait physiquement dans la guerre. Il est généreux, tout à fait, là aussi, d'une façon très, très concrète. Et en même temps, il est extrêmement discret sur le plan politique, en tous les cas en apparence, dans son œuvre. Il n'y a pas l'engagement tel qu'on le décrit généralement dans son œuvre. Donc l'homme est engagé, mais les écrits de l'écrivain le sont moins, il renverse la chose. Non, je me trompe, j'ai raison. Je pense que c'est en grande partie, c'est juste parce que, par exemple, il va recevoir des médailles de la part de la France après la guerre, mais il va quasiment jamais en parler. Donc on sait très peu là-dessus parce que pour lui, il avait horreur de ça, de la frime, de se mettre en avant. Donc, et c'est vrai que, pour moi, par exemple, je pense que pour plein d'autres gens, on trouve, par exemple, dans En attendant Godot, on trouve des choses qui sointent, des choses qui arrivent par le sous-sol, des choses qui émergent, des choses où on sent... moi, ça me fait penser à Saint-Lô tout de suite, parce qu'il va parler d'un marais de boue, où il y a des choses insolites qui vont surgir, des morceaux de meubles qui vont surgir de la boue. Et moi, quand je lis ce qu'il écrit sur Saint-Lô, je me dis, ah oui, il y a quand même, quand il dit, il va pas en parler directement, mais on s'en sert. Il dit, on s'en sert quand même. Et je pense que c'est ça, il s'en sert. Mais c'est vrai que, même pour Catastrophe, qui est écrit pour Václav Havel, je pense que ça, c'est un acte... politique quasiment, mais avec un petit p. Il va pas s'ériger en démagogue ni rien. C'est juste donc il est engagé, mais c'est un engagement assez subtil, qui va taire. Très discret une fois encore, et qui parviendra jusqu'à Václav Havel, qui l'entendra depuis sa prison tout de même. Hein, ça va. Juste une dernière question. Alors, les Beckett Brunch. De quoi s'agit-il? Alors, en fait, en 2010, on organisait un colloque et on s'est dit, le deuxième jour, qu'on ne voulait pas qu'il y ait cet écart entre les universitaires et le public, parce qu'il y a un grand nombre de gens qui adorent Beckett, qui ont envie de parler de Beckett, qui ont envie de poser des questions, de savoir des choses. Il y a des universitaires, il y a des praticiens, genre des acteurs, des producteurs, qui veulent...
qui ont envie de parler, et souvent, enfin, ces mondes ne communiquent pas trop. Et du coup, on a eu vraiment la chance que le Centre culturel a très gentiment accepté de nous accueillir, parce qu'on s'est dit, quoi de mieux que Beckett, que Beckett et les viennoiseries. Parce que, et du coup, le principe, c'était que les gens vont manger, s'ils prennent un café, ils vont prendre un café pour leurs voisins aussi. On va manger un vrai brunch. Et on aura des interventions, des mini-interventions où on va parler de Beckett et film, où on va parler de Beckett et le rugby, où on va parler de toutes choses. Et du coup, ce que j'adore, c'est c'est le côté partage, c'est le côté convivialité, c'est tous unis par l'envie de partager un peu, d'apprendre un peu dans les deux sens. Parce que c'est vraiment ça, ouais. Alors, si j'ai bien compris, c'est ce que nous allons faire maintenant. Ce ne sera pas un brunch, mais la transition est toute trouvée. Il y a un cocktail qui nous attend avec du brie de Meaux. Donc, bonne dégustation du brie de Meaux. Merci beaucoup, Donna, d'avoir été cette parole. Oui, absolument. Vous pouvez l'applaudir. Donc, bonne dégustation, bonne lecture beckettienne ou pas beckettienne d'ailleurs, et bonne fin de soirée à tous.